êtes docteur en économie, directeur de la School of Finance Page Business de la Burgundy School of Business. Vous êtes partenaire de l'Institut Georges Chapaz, l'Université de Reims, notamment dans le cadre de notre diplôme d'université en journalisme du vin, ou encore récemment, fin 2019, lors de notre colloque international sur le centenaire de la Prohibition. Déjà, à titre personnel, comment allez-vous? Comment vivez-vous ce confinement? Mais écoutez, comme tous nos concitoyens, je pense, il y a une problématique de désocialisation qui, je pense, est en train d'arriver alors qu'on attaque la 4e semaine de confinement, notamment pour ceux et celles qui ont l'habitude, c'est mon cas, d'avoir une activité professionnelle où on est beaucoup en relation très directe avec ses collaborateurs tout d'abord, avec les étudiants, avec ses collègues. Ça sera bien quand ça se terminera. Et sinon, tout va bien, ma famille va bien. Je vous remercie de poser la question. Allez, je voulais vous questionner surtout sur l'impact de cette pandémie inédite sur la filière. Quel impact vous voyez économique à court terme? En ce qui concerne nos amis de la filière, la problématique qui commence à devenir un petit peu critique pour eux actuellement, c'est la problématique de la trésorerie. Puisque, contrairement à ceux qui commencent d'ailleurs à assurer des livraisons, même dans un rayon relativement large, la plupart des domaines, notamment les petits domaines, n'ont rien vendu depuis plusieurs semaines. Il faut parler de la crise au sens large. Je dirais que l'impact sur la filière va être d'abord l'impact sur l'ensemble de l'économie à la fois nationale et mondiale. Il faut qu'on ait bien conscience, et il faut que nos concitoyens aient conscience que on est dans une situation économique qui va être pire que ce qu'a été la crise financière de 2008. Pourquoi? Pour une raison finalement assez simple, sans rentrer dans les arcanes de la théorie économique, ce n'est pas l'objectif. Une crise financière, en fait, on ne sait pas si un impact, donc crise financière, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'euros qui disparaissent, entre guillemets, ou qui sont détruits à la bourse, on ne sait pas si elle impacte l'économie concrète, l'économie réelle, telle qu'on l'appelle, c'est-à-dire l'investissement des entreprises, c'est-à-dire la consommation, c'est-à-dire la production. On ne sait pas si elle impacte à 25, 30, 35%. C'est-à-dire qu'en fait, 25, 30, 35% de la perte de valeur économique financière sur ces marchés financiers va en fait impacter l'économie concrète. La crise que l'on vit là aujourd'hui, le coronavirus, est à mon sens plus grave. Pourquoi? Parce qu'on est dans une crise de l'économie réelle. C'est-à-dire que là, c'est 100% du choc. On est dans une crise qui est une crise assez incroyable, qui est une crise de la production. C'est-à-dire que notre problématique, on est dans un choc qui est dans un choc qu'on appellerait un choc d'offres, qui est aussi un choc de demande, mais on est d'abord dans un choc d'offres, c'est-à-dire de production, c'est-à-dire un choc économique par lequel les entreprises arrêtent leurs activités. Et évidemment, l'économie, c'est relativement simple, tel qu'on la vit à notre niveau, c'est que s'il n'y a pas de production et qu'il n'y a pas donc de création de valeur économique, à un moment donné, ça va avoir un impact très clair sur la consommation, donc sur la demande. Et je dirais par une espèce d'effet auto-renforçant, on va se retrouver durablement, c'est-à-dire sans soutien de l'État, je pense qu'il y en aura un, gouvernemental, on peut se retrouver pendant plusieurs mois dans une récession qui ira au-delà des 2,5%, 2,9% qu'on a eu sur l'année 2009. Donc, je dis 2,5, 2,9, c'est bien sûr moins 2,5, moins 2,9, c'est-à-dire que le PIB avait reculé. Donc, une fois qu'on a compris cela, on comprend d'une part qu'un certain nombre d'entreprises redémarrent leur activité dans nos entourages, j'imagine à la fois amicaux, on entend de ci, de là que quelques collègues sont rappelés par leur entreprise. Et la deuxième chose, c'est que quand on a compris cet élément-là, la filière va être impactée comment? Elle va être impactée au niveau de la demande, parce que jusqu'à preuve du contraire, les vins tranquilles ou effervescents, les rouges, les champagnes ne sont pas considérés ne sont plus des biens alimentaires aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que l'impact au final, de toute manière, pour notre filière comme pour les autres, dépendra de la capacité de l'État à soutenir économiquement par de la relance. Et là, il faudra y mettre des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros, les différentes filières, je dirais, considérées comme étant stratégiques. Vous pensez que la crise aura des conséquences différentes selon les appellations?
selon qu'elles soient vectrices de plus ou moins de valeur? Est-ce que ce sera différent pour Champagne, Bourgogne, Bordeaux et Languedoc, Rhône? C'est amusant parce que votre question est extrêmement intéressante dans la mesure où elle permet, en retournant la tête, de regarder finalement ce que nous subissons depuis maintenant un an. Brexit, avec les incertitudes qui vont avec, la fameuse Trump tax, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites avec un impact de la taxe Trump. Les experts, je crois, sont relativement d'accord pour dire qu'elle toucherait relativement peu les vins haut de gamme, parce que les vins haut de gamme, les vins les plus chers, sont les vins qui sont achetés par des gens qui ont une sensibilité au prix très faible. Mm. Taxe Trump avec un impact, on l'a vu par exemple au moment du Beaujolais Nouveau, où un certain nombre de palettes sont restées dans le Beaujolais et ne se sont pas retrouvées par exemple de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, cette crise économique dans laquelle nous sommes et qui va produire ses effets, je dirais, de manière diluée dans le temps, qui va venir impacter, à mon sens, qui va venir impacter une deuxième fois les vins, si je prends l'exemple de la Bourgogne, les appellations régionales, qui étaient celles qui étaient déjà relativement touchées par la taxe Trump du point de vue de l'exportation. Et je pense qu'elle risque de toucher aussi, et ça il est un peu trop tôt pour le dire, mais elle risque de toucher aussi des vins qui sont des vins, je dirais, un peu plus valorisés, un peu plus haut de gamme, parce que si l'on suit ce qui se passe par exemple aux États-Unis, qui est une économie quand même un peu importante à observer, le nombre de chômeurs a grimpé, je crois, de 3 millions en une semaine. Après que la France se soit mise en confinement. Et donc, la réalité, c'est en fonction de la casse sociale que ça va produire et surtout de ceux et celles qui seront touchés. Et quand je dis ceux et celles, du pouvoir d'achat de ceux et celles qui seront touchés, eh bien, on pourra effectivement anticiper un impact plus ou moins fort selon les segments de marché. Voilà. Mais là, j'aurais tendance à dire ici qu'il me paraissait relativement évident, il faut se méfier des évidences naturellement, mais il me paraissait relativement évident que les vins les plus valorisés allaient être, je dirais, très peu touchés par la taxe Trump sur les marchés export, enfin aux États-Unis. Là, je crois qu'il est plus difficile de prévoir quand même qu'un segment va être plus touché qu'un autre. En tout cas, c'est trop tôt. On entend beaucoup dans le monde global de l'économie et des systèmes de production que pendant les crises, et celle-ci en est une, naissent de nouveaux modèles. Est-ce que pour la filière vitivinicole, c'est le moment de se questionner aussi, de finir la sortie de stratégie d'écoulement de marchandises pour aller vers autre chose? J'adorerais, j'adorerais que ça soit le cas. Prenons un exemple finalement, qu'est-ce qui est le plus proche dans ce que nous observons depuis bientôt 4 semaines maintenant en France? C'est naturellement le changement de comportement par rapport à la consommation de produits agricoles. Donc là, je vous exempte de tout ce qui relève de on redécouvre les circuits courts et blablabla et blablabla. J'aurais tendance à dire que l'économie solidaire et sociale, ça fait aujourd'hui plusieurs années qu'elle a redécouvert ces circuits courts, en particulier dans les campagnes. Mais encore une fois, il est un petit peu tôt pour en tirer un bilan, mais probablement que ça a eu un impact extrêmement positif. La restriction en termes de circulation a un impact extrêmement positif sur le fait que nos concitoyens, nous-mêmes d'ailleurs, soyons allés un petit peu moins loin pour aller acheter ce dont nous avons besoin. Première chose. Deuxième chose, j'adorerais que ça soit le cas pour le vin. Et en particulier, je dirais, pour toutes ces magnifiques appellations qui, depuis des décennies, si je prends l'exemple de la Bourgogne, il y a une très longue tradition, comme d'ailleurs dans le Champenois, en Champagne, très très longue tradition qui a plusieurs décennies, voire d'ailleurs plus d'un siècle, d'exporter beaucoup. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'un certain nombre de nos collègues de la filière en profitent de ce qui se passe actuellement pour redécouvrir les charmes du marché domestique. Dernière question, moins économique. Est-ce que ce contexte de crise sanitaire peut avoir un impact sur le comportement des consommateurs en matière de demande de plus de transparence sur les conditions de production du vin? Je parle là plus de santé publique, aussi bien en termes de consommation que de production, de produits phytosanitaires, etc., etc. Est-ce que ça peut avoir un impact? Si je vous réponds oui, je dirais je ne prends pas tellement de risques parce que
On a tous vu, je dirais, au journal de 20 heures, des écureuils se baladant dans certaines rues de Paris, avec des commentaires qui disaient la nature reprend un petit peu ses droits dans certains endroits. Mais finalement, c'est très bien parce que ça nous permet, ou ça nous permettrait en tout cas, de réintégrer, je dirais, cette dimension nature dans notre quotidien. Je vous ferai une réponse à l'identique de celle de tout à l'heure, je l'espère. Je l'espère parce que de toute manière, tout est bon pour je dirais, prendre un peu plus de hauteur et lorsqu'il s'agit de réfléchir à nos modes de consommation. Est-ce que ça va ramener ou intensifier encore cette demande grandissante, mais qui reste encore relativement petite en pourcentage pour du bio? Est-ce que ça va… La vraie question, la question qui me taraude en fait, et qui je pense on aimerait bien avoir une réponse assez rapidement et probablement qu'on ne l'aura pas, c'est en quoi nos concitoyens, nous-mêmes d'ailleurs, mais en quoi est-ce qu'on a eu réellement peur de ce qui nous est arrivé lorsque ce sera fini? Dans quel état d'esprit sortirons-nous face à ce qui nous sera arrivé, face à ce que nous aurons subi, pour pouvoir effectivement infléchir des comportements au sujet desquels, et vous et moi d'ailleurs, on ne s'extrait pas de la masse de nos concitoyens, on ne réfléchissait pas, probablement pas assez. Voilà. Donc, quel va être l'impact du choc, y compris psychologique, l'impact du manque, l'impact de la privation de liberté? En quoi est-ce que ça va dans la fonction de décision, dans les arbitrages? Les économistes disent les coûts d'opportunité. En quoi est-ce que tous les sacrifices qu'on aura faits ici auront été suffisamment désagréables, pénibles, pour, se poser les questions, mais je crois qu'on a commencé, deux, infléchir très concrètement, et y compris d'ailleurs par rapport à la relation, par rapport à notre filière, pour infléchir nos comportements. Il faut le souhaiter, il faut le souhaiter. Jérôme Gallo, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux entretiens.